Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, je pense. Donc, comme vient de le dire Gilles, on est venu ici pour vous parler de consolidation de mousse polyuréthane ester par les polysiloxanes. Et on va vous présenter un peu tout ça par la chronologie. Ça commence d'abord, en fait, avec le travail d'Eleonora Pellidi, qui vous avait fait un cours de chimie tout à l'heure, que je vais même pas balayer, enfin que je vais juste rapidement évoquer, qui m'a permis de faire un travail de consolidation vraiment appliqué sur une œuvre d'art dans le cadre de mon mémoire de restaurateur. Et cette application a permis, enfin plus le travail de thèse d'Eleonora, ont permis de rajouter un travail de post-doctorat qu'a fait Céline dans la foulée quasiment, pour essayer de développer la technique et d'essayer d'affiner même les matériaux. Je vais vous raconter ça tout de suite. Donc on retrouve les mêmes images. Les mousses de polyuréthane ester donc s'oxydent et jaunissent, mais aussi présentent une dégradation très importante et très gênante, qui est un effritement à cœur de la matière. Donc l'oxydation, on l'a vu. L'effritement et la perte de cohésion de la matière est liée à une dépolymérisation hydrolytique, donc à une hydrolyse du groupement ester de ces mousses. Une fois cette dégradation opérée, sous la contrainte, les mousses perdent leurs propriétés mécaniques. D'où ce besoin très important en fait, de consolider cette matière, que ce soit éventuellement de manière préventive, avant la perte des propriétés mécaniques, ou de manière curative, afin d'essayer d'en retrouver au moins une partie et permettre que la dégradation ne continue pas. On va parler très très rapidement des aminoalkylaalkoxysilanes, ou AAS. En plus, je ne suis pas chimiste, mais qui avaient prouvé leur efficacité déjà dans le traitement de renforcement des papiers, avant que Eleonora ne découvre, dans le cadre de son travail de thèse sur la consolidation des polyuréthanes ester, qu'ils pouvaient être intéressants dans ce cadre. Les deux AS sur lesquels elle a pu travailler, parce qu'ils avaient prouvé vraiment leur efficacité dans le traitement des papiers, sont les AMDES et le diamino. Ces molécules sont des organosilanes qui polymérisent par hydrolyse des groupements alkoxy, qui viennent former donc des liaisons polysiloxanes, donc silicium, oxygène, silicium, et donc créer un film de polymère homogène. Vous voyez ici les échantillons de mousse traités dans le cadre de ce travail de thèse, non vieillis, vieillis puis consolidés. On voit donc avec le diamino qui s'est avéré être l'un des deux AS le plus efficace. Donc on voit qu'il y a déjà un déjaunissement de la matière, et on a surtout, ce qu'on ne voit pas ici, mais je vous le dis, une récupération certaine des propriétés mécaniques de la mousse, et ce jusqu'à cœur, grâce à une diffusion et une pénétration très bonne du consolidant, qui donc se dépose à l'intérieur de la mousse en un film homogène et souple, et qui aussi réagit avec la mousse, chimiquement. Ça, on pourra en parler peut-être plus tard. Donc ce travail de thèse, je crois, a été soutenu en décembre 2012, et j'ai rencontré Eleonora en septembre 2012, au tout début de mon année de diplôme à l'INP, puisque j'avais face à moi une œuvre composite de Ben Vautier qui s'appelle In the Spirit of Fluxus, et qui est conservée au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, qui contenait, parmi plein d'autres choses et parmi beaucoup de problèmes de conservation, une chaussure dont la semelle était complètement dégradée, tombée en lambeaux, et donc l'œuvre ne pouvait plus être exposée en l'état. Pour parler rapidement de l'œuvre, c'est une malle Vuitton de type wardrobe, dans laquelle l'artiste a aménagé des compartiments, ajouté de la lumière électrique, punaisé, scotché, cloué, posé plein de petites œuvres antérieures ou des objets de récupération. Il a aussi inscrit et peint de nombreuses choses à l'intérieur pour donner donc cette installation composite, qui est aussi une sorte de work in progress, puisqu'elle est datée 1965-2003. En 1965, c'était simplement, il y a peu de photos ici, puisqu'elle est très floue,
une malle Vuitton fermée sur le thème de l'érotisme, avec une petite œillère sur le côté pour regarder je ne sais quoi à l'intérieur. En tout cas, a priori, rien, pas d'objet. Et c'est simplement en 1993 qu'elle a été modifiée dans l'esprit de Fluxus, donc dans le cadre d'une exposition éponyme aux États-Unis, à Minneapolis. Puis 3 ans après, de retour en France, elle a été modifiée à nouveau. L'artiste y a enlevé certains objets, en a remis d'autres, a changé les ampoules, etc., pour être acquise en 2003 par le même VP. C'est donc en 1996 que notre fameuse chaussure a été ajoutée par l'artiste dans la malle, après qu'il y ait lui-même ajouté du ciment pour soit lui donner une certaine forme, soit aussi juste avoir un acte artistique dessus. Ça, j'ai pas vraiment réussi à savoir. Cette chaussure présente une semelle un peu en 2 parties. On voit qu'il y a 2 matériaux différents. Le matériau qui est schématisé là en beige serait plutôt comme une mousse très dense. Donc on voit qu'il y a une porosité ouverte, c'est malléable et il y a de l'air qui sort. Et le matériau schématisé là en bleu serait plutôt un élastomère. On appelle ça une semelle d'usure dans le jargon d'ailleurs. Et le matériau mousse, on appelle ça plutôt une semelle intermédiaire. Ces matériaux, on les a rapidement analysés pour découvrir que c'était donc du polyuréthane ester. On s'en doutait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait organisé la rencontre avec Eleonora. Étant donné le type de dégradation, on retrouvait vraiment ce côté très très friable à cœur du matériau. Donc la semelle d'usure et la semelle intermédiaire ont été identifiées en tant que polyuréthane ester. Et on a pu mettre en évidence, et visuellement et par l'analyse, le produit de dégradation, on va dire, typique hydrolytique du polyuréthane ester, donc l'acide adipique, qui se voit vraiment très bien en petits cristaux bleu clair sur bleu foncé, là sur les photos, et qui ressortait aussi à l'analyse infrarouge. Avant de réfléchir éventuellement à comment consolider cette semelle, on s'est d'abord posé la question du statut de cet élément de l'œuvre, puisque par réflexe, un peu tout le monde me disait mais pourquoi est-ce qu'on la remplace pas? Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait pas? Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à essayer de faire quelque chose pour cette chaussure alors que c'est qu'une simple chaussure? Alors oui, c'est un produit de consommation issu d'une fabrication en série. Non, pour plein de raisons, ça n'est pas qu'une simple chaussure, mais je vais en citer 2. Déjà parce qu'elle a été transformée par l'artiste en objet unique au moment où il y a ajouté du ciment, et aussi parce qu'il l'a ajouté dans un certain état d'usure et de dégradation lié au fait que c'était une chaussure qui a été utilisée, et que cet état n'est pas vraiment connu non plus d'ailleurs, puisque ça faisait à peu près 20 ans. Et que par exemple on ne savait pas dans quel état était la semelle à l'origine. Donc bon, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout parti sur le remplacement, plutôt sur l'idée de restauration, mais dans le cadre d'une chaussure intégrée à une installation d'art contemporain, c'est toujours un peu exotique de parler de restauration. On s'est donné 2 possibilités dès le départ, puisqu'on ne savait pas si techniquement il serait vraiment possible de consolider cette semelle, soit la remplacer, mais juste uniquement la semelle, et donc retirer la partie trop dégradée, soit consolider tout ce qu'on pouvait et combler les lacunes. Voilà, sachant que même l'un pourrait venir remplacer l'autre si à terme la restauration n'était pas suffisamment efficace. Pour cela, donc, nous avons monté un protocole expérimental pour évaluer donc, la possibilité d'appliquer un AES à la semelle en polyuréthane ester dégradée de la chaussure. On s'est donc procuré des échantillons chez le producteur de plastique pour Adidas, qui est une sous-filiale de BASF, Elastograne, qui nous a juré que c'était exactement la même chose. Forcément que non, puisque ce n'est pas des plastiques qui ont le même âge, donc ils n'ont peut-être pas tout à fait la même formulation. En tout cas, on a eu le droit à des échantillons en plaques pour le matériau un peu élastomère de la semelle d'usure, et des échantillons plutôt mousse dense pour la partie semelle intermédiaire. On les a fait vieillir artificiellement en enceinte à la température et à l'humidité. Donc là, vous voyez les échantillons après vieillissement. Là, c'est la partie mousse.
Et on a voulu reproduire sur ces échantillons les caractéristiques de la surface de la semelle qui a une partie moulée et une partie où la porosité, donc à porosité fermée, et les parties accidentées où la porosité est accessible. On a gratté la surface. On a donc pu constater que nos matériaux vieillis étaient très similaires au matériau original lui-même dégradé, notamment par la présence de cristaux d'acide adipique à l'intérieur de la porosité. Nous avons ensuite donc choisi nos techniques d'application. Alors, dans le travail de thèse précédemment cité, c'est vraiment l'immersion qui avait été choisie et qui avait permis de déterminer que le traitement était très efficace. Là, c'était pas envisageable de penser immerger notre semelle, donc on n'a pas du tout testé ça. On a testé des techniques un peu externes, d'apport externe de consolidants. La nébulisation, l'aérographe et l'application de micro-gouttes. Tout ça donc dans 3 concentrations de produits, dans l'hexaméthyldicyloxane, un solvant siliconé. Je ne vous parlerai pas de la prise de poids parce que c'est un peu long, et en plus, par contre, ça nous a permis de voir que la nébulisation ne déposait pas de produit sur les échantillons. Donc on a écarté cette technique très vite, parce que je pense qu'il fallait un temps... bref. Pour les autres techniques, on a d'abord regardé les modifications de l'aspect visuel des échantillons qui jaunissent et foncent très légèrement après traitement. Et on voit surtout aussi que toutes les surfaces, on va dire, moulées des échantillons ne reçoivent pas du tout le consolidant, ce qui n'était pas une surprise non plus, qui reste en goutte à la surface alors qu'ils pénètrent bien dans ceux à surface à porosité ouverte. Pour la mesure des propriétés mécaniques, on aurait aimé pouvoir réaliser des tests de compression, sauf que sur ce type de matériaux vieillis, finalement, ce n'était pas vraiment possible. Et voilà. Donc on a fait un test de résistance à l'empreinte qui nous a permis de voir que plus l'échantillon était consolidé à forte concentration avec un nombre d'applications élevé, plus les empreintes étaient réduites, donc on avait quand même une certaine efficacité de surface. Pour ce qui est de la pénétration, on en a une de 3-4 mm sur les échantillons poreux, donc ce qui était plutôt très bien. La partie élastomère, de toute façon, on a bien vu qu'on ne pouvait pas la consolider. On a donc décidé par la suite d'appliquer ce traitement en retirant la partie élastomère qui était beaucoup trop dégradée et non consolidable et qui en plus tombait toute seule, tout en se posant quand même de nombreuses questions un peu métaphysiques, puisqu'on se demandait vraiment comment cette matière allait se comporter dans le temps, notamment parce qu'on savait que le diamino pouvait augmenter l'hydrophilicité de la mousse. Ça faisait partie des conclusions de la thèse précédemment citée. On a quand même appliqué le traitement, sachant que l'altération était tellement évolutive que le matériau était en train vraiment de disparaître. En 4 ans, la semelle était vraiment tombée en morceaux. Donc là, je vous passe les étapes du traitement avec la consolidation, la réalisation d'un comblement qui permettait, comme un petit socle, de surélever la semelle légèrement pour qu'elle n'appuie pas sous le poids de la chaussure, avec les photos avant et après traitement. Alors, comme l'a dit Lucille, on avait un traitement avec le diamino qui était beaucoup trop hydrophile. Donc, mon travail a consisté à déterminer un nouveau consolidant, mais toujours dans la famille des alkoxysilanes. Et il fallait qu'il remplisse 3 conditions. Il fallait qu'il soit hydrophobe pour limiter l'hydrolyse des mousses. Il fallait qu'il puisse renforcer la structure, donc lui redonner ses propriétés mécaniques, mais qu'il soit aussi sans effet notable sur le rendu visuel des mousses. Donc j'ai travaillé à nouveau sur les mousses qu'avait utilisées Eleonora pendant sa thèse, qui sont des mousses souples à cellules ouvertes et qui ont été vieillies artificiellement en chambre climatique à 90 degrés et à 50% d'humidité relative pendant 3 semaines, de manière à obtenir une hydrolyse qui soit que partielle pour qu'on puisse quand même manipuler les échantillons. Donc, pour ce qui est du choix des consolidants, on s'est orienté tout d'abord vers un consolidant qui était hydrophobe. Donc, il y a une longue chaîne hydrophobe ici, et donc il y a un consolidant trifonctionnel. Mais malheureusement, ce consolidant, une fois déposé sur la mousse, il ne polymérise pas. En fait, il était trop peu réactif.
Donc on s'est intéressé à un des consolidants qu'avait utilisé Eleonora, à savoir l'AMDES, qui lui possède un groupement amine, un groupement amine qui est hydrophile et qui va permettre de catalyser l'hydrolyse et donc permettre la polycondensation et la formation de polyamdes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé ces deux composés de manière à profiter des avantages des deux composés, à savoir les chaînes hydrophobes de l'OTMS pour limiter l'apport d'eau à la mousse, le groupement amine hydrophile de l'AMDES pour permettre la polymérisation et pour en plus pouvoir permettre la fixation du consolidant sur la mousse. Et à ces deux caractéristiques, on rajoute celle de leur fonctionnalité. Avec un mélange d'un composé trifonctionnel avec un difonctionnel, on va pouvoir former un réseau polymère en 3 dimensions, mais relativement souple, ce qui peut être intéressant pour les propriétés mécaniques. Donc on a effectué différents mélanges OTMS-AMDES à différents pourcentages, donc de 90-10 à 10-90, et ce suivant deux concentrations dans un solvant siliconé, donc à 2,5% et à 10%. Donc, comme on a des mousses à cellules ouvertes, on s'est dit pourquoi pas retester les modes par vaporisation, donc le spray, l'aérographe et le nébuliseur. Et en fait, on se rend compte ici sur les images MEB que le consolidant ne pénètre pas et qu'il reste sur la première ligne de cellules. Donc, on a abandonné ces modes d'application. Donc, on est parti sur des modes d'application plus par imprégnation, avec soit un procédé qui permettait de déposer au pinceau la matière, ou alors avec une technique d'imprégnation qui ressemble à un dépôt de gouttes, assez resserré, puisque le but, c'était quand même de pouvoir faire pénétrer le traitement au cœur de la mousse, ce qu'on a réussi à faire, comme on peut le voir ici sur l'imagerie MEB. Mais malheureusement, c'est un procédé une technique d'application qui n'est pas vraiment transposable sur les œuvres, puisque la répartition n'est pas non plus très homogène, et que c'est nécessaire, notamment pour le pinceau, d'avoir un contact avec la mousse, qui est généralement pas très conseillé. Mais on a quand même utilisé ce mode-là parce que pour les analyses qui vont suivre, il était nécessaire de vraiment pouvoir gorger la mousse du traitement. Donc on va revenir sur les 3 paramètres qu'il fallait prendre en compte pour ce traitement, à savoir le côté hydrophobe. Pour cela, on a fait des mesures de mouillabilité par des mesures d'angle de contact en dynamique. Donc rapidement, comment ça fonctionne? On va déposer des micro-gouttes d'eau sur la mousse qui est fixée sur un support avec une lumière d'un côté et une caméra de l'autre. Et l'ensemble du système est basculé de manière à voir la goutte d'eau partir. Ensuite, on revient sur l'avant-dernière image et on va mesurer ici ce qu'on appelle l'angle d'avancée. Et ça va nous permettre de qualifier l'hydrophobicité des mousses qui ont été traitées. Donc on voit que les mousses sans traitement ont un angle de contact autour de 110 degrés et qu'une fois le traitement appliqué, notamment pour le traitement à 10-90, donc avec que 10% de consolidants hydrophobes, on a toujours une mousse très hydrophile puisque la goutte d'eau est carrément absorbée, on n'a même pas pu faire de mesure. Pour un consolidant avec 25% de composés hydrophobes, on a une mousse qui est hydrophobe, puisqu'on a un angle à 134 degrés. Et pour les 3 derniers mélanges, on se rend compte qu'on a des mousses qui sont caractérisées de super hydrophobes, puisqu'on arrive sur des angles de contact au-delà de 140 degrés. Donc on s'est intéressé à partir de là qu'à ces 3 mélanges-là. Donc on a fait des tests de mesure en compression pour pouvoir voir les propriétés mécaniques du traitement sur les mousses. Et donc voilà les courbes qu'on obtient. Donc c'est des courbes contraintes déformation avec ici en haut les courbes obtenues sur les mousses de référence, donc non vieillies, et en gris ici les courbes sur les mousses vieillies et les 3 couleurs, donc les 3 traitements dont je vous ai parlé. Sur l'image de gauche, on a ici le traitement à 2,5% dans le solvant et ici le traitement à 10% dans le solvant. On se rend compte qu'à 2,5, on a une concentration qui est vraiment insuffisante pour redonner des propriétés mécaniques aux mousses vieillies, alors qu'avec un traitement à 10%, on a des profils de courbes, donc pour la forme de la courbe qui se rapproche de la mousse de référence, à part pour le mélange à 90-10 qui est un peu moins efficace. On peut aussi regarder ce qu'on appelle les bandes d'écroulement. Donc là, on a des mousses qui ont été compressées. Celle du milieu, c'est celle qui a été juste vieillie et qui n'a pas été traitée. On remarque ce qu'on appelle ces bandes d'écroulement. Donc c'est les zones de la mousse où les cellules vont se casser, qui sont aussi présentes quand on a un traitement à 2,5%, mais qui sont absentes du traitement à 10%. Donc on peut dire qu'on a récupéré les caractéristiques mécaniques de la mousse avec des traitements à 10%. Et la dernière propriété qu'on a voulu regarder, c'était être sûr que le consolidant ne modifiait pas le rendu visuel des mousses. Et pour cela, on a fait des mesures de l'écart de couleur par rapport à la mousse de référence. Donc la mousse de référence se retrouve en 0.0 ici, donc dans le bleu. Et on va regarder ici la mousse pure qui a été vieillie et non traitée. On voit qu'il y a un jaunissement, puisqu'on va en delta B, on monte, donc on va vers le jaune. Et peu importe le traitement appliqué, on se rend compte qu'on se retrouve toujours au même endroit, mais on observe quand même un déjaunissement, puisque le delta B diminue. Donc on peut dire qu'on a trouvé un mélange qui peut être valable pour le traitement des mousses, à savoir il faut qu'il ait un minimum 50% du consolidant hydrophobe, qu'il soit à 10% au moins dans le solvant, et on remarque avec ces propriétés-là qu'il y a un déjaunissement qui est visible. Mais donc là, on a peut-être pu répondre à une question, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont posées,
à savoir la plus importante, est-ce que cette dépolymérisation hydrolytique va s'arrêter avec le traitement? On n'a pas vraiment encore fait de mesures avec le recul là, depuis les quelques années qui ont suivi ces travaux. Et autrement dit, est-ce que ça voudrait dire qu'une consolidation en surface par vaporisation, puisque c'est des modes qui sont plus facilement applicables sur les objets du patrimoine, pourrait être suffisante pour former un obstacle à l'humidité ambiante? Une autre idée, ça serait peut-être d'utiliser un solvant siliconé qui soit moins volatile que l'HMDS dont j'ai parlé pour pouvoir améliorer la pénétration du traitement au cœur de la mousse. Et la dernière question qui est encore plus ouverte, c'est comment on pourrait moduler les traitements en fonction des porosités et des densités de mousse, comme on a pu voir aujourd'hui, qui peuvent être assez variables. Donc voilà pour les questions qu'on se pose, et puis on est prêt à répondre aux vôtres.